Chers étudiantes et étudiants, nous sommes maintenant à la leçon numéro 11 de notre module de mathématiques 1. Cette leçon a pour titre « Limite de fonctions numériques ». Alors, nous avons déjà vu les fondements des fonctions, les propriétés sur les sommes, le produit, les comportements des fonctions numériques vis-à-vis des inégalités, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons attaquer d'abord les définitions de la notion de limite et toutes les définitions qui vont suivre après. Donc, le sommaire est comme suit. On va d'abord étudier qu'est-ce que ça signifie une limite en un point. Qu'est-ce que ça signifie la limite à gauche ou à droite, bien sûr, en un point. Les opérations sur les limites, comme toujours, les sommes, les produits, l'inverse, etc., etc. Le comportement de la notion de limite et des relations d'ordre et les formes indéterminées. On commence maintenant par la limite en un point. Alors, comme vous voyez, je prends une fonction qui va toujours de i dans r, une fonction numérique réelle, une application ou une fonction, donc moi j'utiliserai toujours application ou fonction, donc indifféremment. Je prends un nombre réel qui est élément ou une extrémité de i. Alors, élément ou extrémité de i. Soit L un réel, on dira que L est limite de f en petit a, si et seulement si, pour tout epsilon, il existe un delta positif tel que, quel que soit x dans i, et x moins a inférieur ou égal à delta, f de x moins L est inférieur à epsilon. Cela signifie tout simplement que f de x se rapproche, vous voyez, rappelez-vous que la valeur absolue donne la notion de distance, la distance de f de x à L est aussi petite que je veux, quel que soit epsilon, dès que x se rapproche de delta. Vous voyez la distance ici, x moins a, inférieure à delta. Donc, la distance de f de x à L est aussi petite que je veux dès que x est très proche de petit a. C'est la notion de limite en un point. C'est très important un petit peu de se mettre ça dans la tête. On dira maintenant différentes. Au lieu, on a vu tout à l'heure L fini. Maintenant, dire que plus l'infini est limite de f en petit a si, quel que soit le nombre positif, il existe un delta positif tel que pour x appartient à i et pour x très proche de a. Alors, cette très proche de a, en fait, il est donné par ce delta, f de x est supérieur ou égal à m. Cela signifie tout simplement que f de x est aussi grand, vous voyez le supérieur égal, que je veux, puisque j'ai écrit ici le quel que soit, quand x est très proche de petit a. Ça, c'est la définition de limite en plus l'infini de f en a. Alors, de la même manière, on peut aussi faire la limite de f en petit a, c'est moins l'infini. Alors, évidemment, ici, on remplace le supérieur ou égal avec un nombre positif par inférieur ou égal et un nombre négatif. Quel que soit m positif, il existe delta pour x appartient à i et pour x très proche de a, c'est le delta, f de x est inférieur ou égal à moins grand M. Donc ça signifie que f est aussi petit que je veux, quand je dis que je veux, c'est-à-dire quel que soit x, quel que soit m, pardon, quand x se rapproche de petit a. Alors maintenant, on a vu la limite en petit a avec a, un nombre réel. Que se passe-t-il maintenant en plus l'infini? Je prends maintenant f, une application qui va de i dans r. On suppose que i va être de la forme soit petit a plus l'infini, a compris, non compris, ou carrément i égale à r. De toute façon, nous, dans ce cas-là, le problème ne se pose pas. Je prends maintenant L, un nombre réel. Alors, on a vu tout à l'heure, en petit a, limite finie. En petit a, limite plus l'infini. En petit a, limite en moins l'infini. Maintenant, en plus l'infini, limite finie. Donc, dire que f a pour limite L en plus l'infini, si quel que soit epsilon, il existe un a dans R tel que si x est supérieur à a, f de x moins L est inférieur à epsilon. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que
f de x se rapproche de L autant que je veux quand A est assez grand. Donc ça signifie parler en fait de voisinage de plus l'infini. De même, limite de f en plus l'infini, qui est égal à plus l'infini, c'est quel que soit m dans R, il existe A dans R, tel que si x est supérieur ou égal à A, f de x est supérieur ou égal à m. Cela signifie que f est aussi grand que je veux, vous voyez quand je dis que je veux, c'est le quel que soit, quand x est assez grand. Il existe x supérieur à A. De la même manière, on peut faire maintenant en moins l'infini la limite, pardon, en plus l'infini, c'est moins l'infini. Vous voyez, quel que soit m appartenant à R, il existe A dans R tel que x supérieur à A. Alors, vous voyez x supérieur à A, c'est tend vers plus l'infini. Quand vous voyez x, f de x inférieur à m, vous voyez c'est moins l'infini. Donc ici, f de x est aussi petite que je veux quand x est assez grand, vers plus l'infini. Alors, maintenant, de la même manière, je prends f qui va de i dans R, une application. On suppose que i est de la forme moins infini alpha, ou moins l'infini alpha compris, ou i égale à R. De la même manière, tout ce que l'on a fait pour plus l'infini, on va le faire aussi pour moins l'infini, sauf que là où on avait x supérieur ou égal à A, on aurait des x inférieurs ou égal à A. Tout simplement, ça signifie que tout se passe au voisinage de moins l'infini. Vous voyez ici, f de x se rapproche de L autant que je veux, quand x est assez petit. De même, plus l'infini, moins l'infini, f de x est aussi grande que je veux quand x est assez petit. Donc ça signifie que la limite c'est plus l'infini ou moins l'infini. Alors la même chose, f de x est aussi petite que je veux quand x est assez petit. Ça me donne l'infini, moins l'infini, moins l'infini. Donc vous voyez un petit peu ce genre de définition, vous pouvez les reprendre hein, une par une pour voir. J'ai voulu les écrire toutes pour que ça puisse, pour que vous puissiez les voir et les refaire. Alors maintenant, définition, unicité de la limite. Les définitions précédentes permettent de donner un sens à la phrase L est limite de f en A. Donc L est un élément de R bar, la droite numérique achevée, hein, que vous connaissez déjà. Petit a aussi est un élément de la droite numérique achevée. Donc, à condition, bien sûr, que A soit dans l'intervalle considéré, soit une extrémité. Ça n'a aucun sens de dire, je prends, ça c'est un ensemble E, et ça c'est un élément isolé petit a. Dans ce cas-là, la notion de limite en un point isolé n'a pas de sens. Donc, soit je prends petit a ici, hein, soit je le prends ici, soit je le prends ici. Éventuellement, bien sûr, les extrémités peuvent être égales à plus l'infini et moins l'infini. Donc, vous voyez ici, à condition que A soit un élément de l'intervalle I ou qu'il en soit une extrémité. Alors, si un tel élément, L, existe, il est unique. Très très important, c'est pour ça qu'on appelle la limite f tend vers la valeur qui est plus l'infini, moins l'infini. Et donc, on note ça différemment. Donc, selon les auteurs, selon les livres, il y a des gens qui écrivent ici x tend vers A, il y a des gens qui se contentent d'écrire ici f de x égale à L, il y a des gens qui écrivent limite en A de f égale à S sans écrire de x, il y a des gens aussi qui écrivent f de x tend vers L quand x tend vers A. Bon, généralement, moi, je plutôt soit cette notation, soit cette notation-là. Mais vous pouvez trouver aussi bien la troisième dans d'autres documents. Caractérisation séquentielle. Rappelez-vous en fait que pour les suites, on avait déjà introduit une notion de limite, dont on avait parlé dans des leçons précédentes. Alors, je prends f, application ou fonction de l'intervalle i à valeur dans R, je prends petit a, un élément de R bar. Ça signifie que soit c'est un réel, soit c'est plus l'infini, soit c'est moins l'infini indifféremment. C'est-à-dire la définition reste la même. Alors, bien sûr, avec la condition que ce petit a-là est soit un élément de l'intervalle, soit une extrémité. On ne permettra jamais à petit a d'être isolé comme vous voyez, comme dans ce dessin. Petit a isolé ici n'a aucun sens de parler de limite. Soit un élément de R bar, on dira ici que limite, quand x tend vers A de f de x égale à L. Ça, c'est hypothèse.
Alors, il y a équivalence. Je prends n'importe quelle suite UN tendant vers A, je dois avoir f de UN tend vers L. Chose très importante, ça nous permettra de voir, par exemple, que f de x, par exemple, n'a pas de limite, ou f de x ne tend pas vers L, en faisant quoi? Tout simplement en exhibant deux sous-suites, par exemple. Alors, c'est-à-dire, ceci permettra, si je prends UN, f de UN tend vers L1, quand n tend vers plus infini, f de Vn tend vers L2, quand n tend vers plus infini. Évidemment, je n'oublierai pas que UN tend vers A, que Vn tend vers A. Si L1 est différent de L2, nécessairement, f n'admettra pas de limite. Donc, par contraposé, ou encore, si pour une sous-suite, la limite n'existe pas. Donc, vous voyez cette équivalence, pour toute sous-suite, UN tendant vers A, je dois avoir limite de f de UN quand n tend vers plus l'infini égale à L. Donc, c'est ce qu'on appelle la caractérisation séquentielle de la notion de limite. Alors, limite par valeur supérieure ou inférieure, je suppose maintenant que la limite de f en petit a, c'est le réel L. Réel L, je parle de L ici et non un réel. A pouvant être plus l'infini ou moins l'infini. Quand x tend vers A, on dit que f tend vers L par valeur supérieure si, dans un voisinage de petit a, f de x est supérieur ou égal à L. Ça signifie que f de x reste toujours supérieur ou égal à L. De la même manière, par valeur inférieure, f de x reste toujours inférieur ou égal à L. C'est pour ça qu'on a besoin de L, un nombre réel. Dans ce cas-là, on écrit limite quand x tend vers a de f de x égale L+. Alors, la notation L+, ça signifie tout simplement par valeur positive. Quand je vois f de x, limite quand f de x égale L+, je sais que f de x est supérieur ou égal à L dans un voisinage. De même, quand je vois L-, c'est par valeur inférieure. Donc ça nous permet un petit peu de justifier les notations L+, et L-. Limite à gauche, limite à droite. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est limite en A. Mais parfois, la limite n'existe pas. Donc, se pose la question, peut-on avoir une notion un peu plus faible de limite dans ce genre de cas? Dans ce cas-là, on va prendre A un réel, puisque en plus l'infini, moins l'infini, cette question ne se pose pas. Je prends maintenant L un élément de A bar. Si je prends l'intervalle J égale I, inter moins l'infini A, ça signifie quoi? Je m'intéresse uniquement à ce qui se passe au-dessous de petit a. D'accord? Au-dessous de petit a, donc c'est à gauche en petit a. Le réel A est donc l'extrémité droite de J et n'appartient pas à J. On dit que F admet pour limite en A, comme j'ai dit, à gauche, si G admet L pour limite en A. Alors bien sûr, à gauche, on va dire x tend vers A-. Ça signifie quoi à gauche? Ça signifie que je ne m'intéresse que pour x inférieur à A. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe pour x supérieur à A. Alors, la notation, c'est A-. Donc, de la même manière, je changerai ici A-, je changerai ici A-. Alors, de même, pardon, donc on peut écrire ça de cette manière-là, égal à L. Vous voyez qu'est-ce qui change? Dans la définition de la limite, on aura toujours le quel que soit epsilon, le x delta, le f de x moins L inférieur à epsilon, mais ici, au lieu d'avoir x compris entre A moins delta et A plus delta, je m'intéresse uniquement à ce qui se passe pour inférieur à petit a. C'est pour ça qu'on fait cette histoire de limite à gauche. De même, pour le moins l'infini, pour plus l'infini, moins l'infini, je m'intéresse uniquement à ce qui se passe strictement inférieur à A, strictement inférieur à A. D'accord? Donc vous voyez ici, parler de limite à gauche, c'est dire je fais tendre x vers A, mais par valeur inférieure strictement à A. Même chose maintenant, pour parler de valeur de limite à droite, je considère maintenant J l'intervalle I inter A plus l'infini. Je m'intéresse uniquement à ce qui se passe les valeurs supérieures à A. Le réel A est donc l'extrémité gauche de J et n'appartient pas à J
pardon, on dira que f admet il pour limite à droite si g admet L pour limite en A. On note alors A+, A+, A+. D'accord? Donc, vous voyez, on s'intéresse uniquement pour supérieur à A. Donc, la même chose que tout à l'heure, on garde les mêmes définitions, les mêmes notations, f de x moins L, égale soit epsilon, delta. Mais vous voyez ici, au lieu de travailler avec x compris entre A moins delta et A plus delta, on va travailler avec x strictement supérieur à A. De même, pour plus l'infini, je travaille avec x strictement supérieur à A. Et la même chose pour moins l'infini, je travaille avec x strictement supérieur à A. Donc, dire travailler avec la limite à droite, c'est considérer les éléments strictement supérieurs à A. Travailler ou chercher la limite à gauche, c'est s'intéresser uniquement aux valeurs x qui sont strictement inférieures à A. Maintenant, on va passer aux opérations sur les limites. Bien sûr, puisque, on va être obligé de faire des sommes, des différences et des produits. Donc, on supposera que la limite en A de f de x c'est L, la limite en A de g de x c'est L'. Bien sûr, L et L' sont des éléments de R bar, c'est-à-dire pouvant être éventuellement plus l'infini, moins l'infini. Alors, limite de f plus g, c'est la somme. La limite de la somme, on a déjà défini qu'est-ce que c'est que la somme de fonctions. La limite de la somme, c'est la somme des limites, sauf si on ne tombe pas dans une forme indéterminée qui est de la forme, ici, l'infini moins l'infini. Quand on fait f plus g, il ne faut pas, c'est-à-dire, quand on va faire l'infini moins l'infini, il faut faire une étude très particulière pour définir, dans ce cas-là, quelle est cette limite. Donc, cas particulier, si plus l'infini, ça marche, moins l'infini, ça marche, un nombre fini avec l'infini, ça marche, et puis deux nombres finis, ça marchera très très bien. Donc, chaque fois que j'ai f plus g, je dois faire attention à la seule chose, c'est que l'une des limites est plus l'infini, l'autre est moins l'infini. En dehors de ces cas-là, le problème ne se pose pas et on peut trouver par cette notion de somme facilement la limite de la somme des fonctions. Alors, de même, pour le produit, alors, on sait aussi que on est peut-être confronté à une forme indéterminée qui est 0 fois l'infini. Donc, vous voyez ici, je peux avoir nombre fini fois nombre fini fois plus l'infini ou moins l'infini, sauf si ce nombre fini est non nul. Donc, non nul avec l'infini, puis nombre fini avec nombre fini, puis l'infini plus l'infini plus l'infini, plus l'infini moins l'infini, moins l'infini plus l'infini, moins l'infini moins l'infini. Donc, la seule chose sur laquelle il ne faut pas décider, c'est dans le cas où l'une de ces limites est nulle, l'autre étant égale à plus ou moins l'infini, auquel cas on est en devant d'une forme, ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors maintenant, si vous voulez, comme d'habitude, on avait défini l'inverse d'une fonction f. On va faire les hypothèses. Si f de x tend vers L, quand x tend vers A, alors si L est non nul, donc R étoile, la limite de 1 sur f va être 1 sur L. Si maintenant, par hasard, L égale plus l'infini ou moins l'infini, la limite de 1 sur f va être égale à 0. Mais maintenant, la seule chose qui reste, la seule différence, c'est avec L égale à 0. Dans ce cas-là, L égale à 0, on va être obligé de dire, si f de x est positive, on aura de la forme. Donc vous voyez, c'est comme si dire f de x positive, c'est comme si on avait dit L égale à 0 plus. Donc j'aurai 1 sur 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Si j'écris ici f de x négatif, c'est comme si j'ai écrit ici 0 moins. 1 sur 0 moins va être égal à moins l'infini. Alors maintenant, passons à autre composition, c'est quel est le comportement de cette notion de limite avec la notion de composition de fonction. Alors, on suppose maintenant que g rond f
est défini au voisinage de petit a, hein, je suppose que la limite de f en petit a, c'est b. Je suppose que la limite de g en b, donc vous voyez ici, j'ai x tend vers a, maintenant j'ai x tend vers b de g de x égale à L, alors limite de g en f de x quand x tend vers a égale à L. Ça signifie que cette notion de limite s'exporte bien avec la notion de composition, mais sauf qu'il faut faire quand même un peu attention ici, x tend vers a, c'est b, comme j'ai envie de composer avec g, c'est ici x tend vers b. Donc vous voyez b ici, vous voyez b ici. Il faudrait quand même respecter cette règle de compatibilité pour que la moindre des choses qu'on puisse définir g rang f. Limite et relation d'ordre. Maintenant, on va obtenir, vous voyez, si f de x tend vers L, alors valeur absolue de f de x tend vers valeur absolue de L. Attention, la réciproque est fausse. Il se peut que f de x en valeur absolue tende vers une certaine valeur positive, et même la fonction n'admet même pas de limite. Donc attention, il n'y a pas équivalence. Rappelez-vous pour les suites qu'on avait fait, hein, on avait fait si un tend vers L, alors valeur absolue de un tend vers valeur absolue de L. Bien sûr, on avait par exemple la suite moins 1 à la puissance n. Quand je prends sa valeur absolue, c'était 1. Donc c'était une suite constante qui était convergente. Mais la suite en elle-même n'était pas convergente puisqu'elle avait deux sous-suites extraites. L'une convergeant vers 1, l'autre convergeant vers moins 1. C'est exactement pareil pour les fonctions aussi. Il n'y a pas équivalence dans le cas pour le passage à la valeur absolue. Alors, le passage à la valeur absolue, il n'y a pas équivalence. Sauf si la limite maintenant est nulle. Limite de f de x égale à 0 équivaut que limite de valeur absolue égale à 0. C'est pour ça que quand on s'intéresse à trouver des limites nulles, parfois il est plus intéressant de passer aux valeurs absolues pour éviter les variations de signes et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, conséquence de l'existence d'une limite finie. Alors ça c'est très très important. Parfois, la fonction est très difficile à manipuler, mais on arrive quand même à trouver cette limite. Alors, si f admet une limite finie, je répète, une limite finie en petit a, alors elle est bornée au voisinage de petit a. Attention, la réciproque est fausse. La fonction peut être bornée sans qu'elle puisse admettre de limite. La fonction peut être bornée sans qu'elle admette de limite. Alors, on fait aussi maintenant la même chose, le parallèle avec les suites. Donc, la suite moins 1 à la puissance n est bornée sans qu'elle soit convergente. Donc, de la même manière ici, admet une limite entraîne bornée, bornée n'entraîne pas nécessairement admet une limite. Et en fait, on peut facilement voir que si f admet en a une limite réelle non nulle L, au voisinage de petit a, f de x est supérieur ou égal à L sur 2. Alors, juste pour voir un petit peu pourquoi, hein, donc juste pour voir, si on écrit quel que soit epsilon positif, il existe un delta positif, quel que soit x appartenant à i, inter a moins delta a plus delta, j'aurai f de x qui est majoré par L plus epsilon par ici, L moins epsilon. Alors, je vais prendre pour epsilon ici, cas particulier, puisque ceci est vrai pour tout epsilon. Attention, le delta dépend du epsilon. Cas particulier, je prendrai epsilon égale valeur absolue de L sur 2. Alors, si L positif, j'aurai, il existe un certain delta indice 0, quel que soit x positif, appartenant à i, inter a moins delta 0, a plus delta 0, qu'est-ce que je vais avoir? F de x est inférieur à L plus L sur 2, mais supérieur ou égal à L moins L sur 2.
Donc en fait, ici, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Cette quantité, c'est L sur 2. Donc vous voyez, et j'aurais pu, si L est négatif, donc j'aurais pu travailler dans l'autre sens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, cela signifie que si f admet une limite L, j'ai valeur absolue qui est supérieure ou égale à L sur 2, et même mieux, si elle est positive, c'est ce qu'on vient de faire, vous voyez ici, si f est positif, si L est strictement positif, f de x va être supérieur à L sur 2. Qu'est-ce que cela signifie? Si la limite est strictement positive, dans un voisinage de petit a, f va être strictement positif. Si la limite est strictement positive, f, on a donc l'information sur le signe de la limite va donner une information sur le signe de la fonction. Mais attention, dans un voisinage, c'est une notion locale et non pas une notion globale. Même chose, si elle est négative, on aura, dans un voisinage de petit a, f de x qui est inférieur à L sur 2. Donc vous voyez un petit peu tout à l'heure, ce qui changera ici, c'est au lieu d'avoir L sur 2, la valeur absolue, c'est moins L sur 2, donc j'aurai inférieur ou égal à L, moins L sur 2, donc inférieur ou égal à L sur 2, qui est strictement négatif. Alors maintenant, on fait des hypothèses à partir des limites pour avoir des informations sur le comportement de la fonction. Si f de x tend vers L, quand x tend vers A, si du g de x tend vers L', quand x tend vers A, bien sûr, L et L' étant des nombres réels ou égaux à plus ou moins l'infini. Si maintenant f est inférieur ou égal à g dans un voisinage de petit a, nécessairement, L va être plus petite que L'. C'est-à-dire que cette notion de limite conserve les inégalités. F inférieur à G, limite de F inférieure à limite de G. Alors attention, chose à laquelle il faut faire très très attention, c'est si F est strictement inférieur à G de X au voisinage de petit a, je n'aurai pas alors L inférieur ou égal à L' quand même. Dire où lim de f de x égale à L, limite de g de x égale à L'. Attention, là, l'inégalité stricte n'est jamais conservée. Faire très attention. Même si on a inégalité stricte, par passage à la limite, elle devient large. D'accord? Donc vous voyez, même... donc pour voir ça, juste pour avoir une idée, vous avez ici 1 moins 1 sur x, qui est inférieur à 1 plus 1 sur x, bien sûr pour x positif. Alors vous voyez, c'est une inégalité qui est stricte, mais tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini, et celle-là tend aussi vers 1. Donc ici, il y a égalité. Donc vous voyez ici, même les inégalités strictes, enfin, ce n'est, même si on a une inégalité stricte, par passage à la limite, on ne peut écrire qu'une inégalité large. Donc faites très attention, mais quand même, les inégalités larges sont conservées. Les inégalités strictes ne sont pas nécessairement conservées. Au vu de cet exemple, vous voyez ici l'inégalité stricte, mais quand même, les limites sont égales. En particulier, maintenant, si f est plus petit qu'un certain lambda, alors la limite est plus petite que lambda. Alors évidemment, même si j'ai ici strictement inférieur à lambda, je n'aurai par passage à la limite que inférieur ou égal. Alors faites très attention, quand vous avez les inégalités strictes, ne sont pas conservées. Les inégalités larges, elles sont conservées. Donc, inférieur ou égal, inférieur ou égal. Si j'avais ici inférieur strict, je n'ai pas le droit d'écrire ici inférieur strict, je n'écrirai que inférieur ou égal. De même, vous voyez ici supérieur ou égal, supérieur ou égal. Si j'avais ici supérieur ou égal, j'aurais ici, enfin, si j'avais ici strictement supérieur, je n'aurais ici pas plus que supérieur ou égal. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle
l'encadrement ou ce qu'on appelle le principe des gendarmes. Alors on suppose que f et g tendent toutes les deux vers L, étant un élément de la droite numérique HV R bar. Si H est coincé entre F et G entre au voisinage de A, alors H va admettre la même limite. Donc vous voyez, si j'arrive, et c'est une technique qui est souvent utile pour chercher les limites, parfois la fonction H est assez compliquée, on arrive à la majorer par une fonction qui est un peu plus simple, dont le calcul de la limite est assez simple. F de x aussi, assez simple, dont on peut facilement calculer la limite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que si f et g ont la même limite L, h va aussi avoir la même limite L. C'est ce qu'on appelle le principe de gendarme ou ce qu'on appelle aussi le principe de l'encadrement. Alors, proposition, maintenant, si, très important, contrairement à ce qu'on avait fait tout à l'heure par passage à la limite, maintenant on va faire le contraire. Je suppose que f de x égale à L, je suppose que g de x égale à L', L et L' étant des éléments de la droite numérique HV, si L est strictement inférieur à L', dans un voisinage, on a f de x est strictement inférieur à g de x. Tout à l'heure, on avait les inégalités sur les fonctions. Quand j'ai, alors je rappelle, si j'ai f inférieur ou égal à g, f de x, implique que lim de f est inférieur à lim de g. Et f de x strictement inférieur à g de x implique lim de f inférieur ou égal à la limite de g. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait en fait d'une certaine manière le contraire. Si limite de f est strictement inférieure à la limite de g, alors, ici il faudrait quand même le préciser, dans un voisinage de petit a, j'aurai f de x est strictement inférieur à g de x. Alors, contrairement au passage de fonctions vers les limites, pour passer des limites aux fonctions, on garde quand même les inégalités strictes, ce qui est très important, et ça permet une simple comparaison de deux limites, nous donnera une comparaison très claire, je dirais très précise, sur le comportement et la comparaison des deux fonctions. Mais attention, ceci, tout ce qui provient de la notion de limite est une notion locale. Faites attention, ce n'est pas quand j'écris f de x inférieur à g de x, c'est dans un voisinage. C'est-à-dire quoi dans un voisinage? C'est-à-dire, il existe un delta positif tel que, quel que soit x appartenant à a moins delta, a plus delta, f de x strictement inférieur à g de x. Donc attention, la notion de voisinage, c'est ça. Et bien sûr, ce voisinage, selon les fonctions, selon les limites, ça peut être grand, ça peut être aussi petit. Alors, en particulier, si lambda est un nombre réel, si L est inférieur ou égal à lambda, f de x est inférieur ou égal à f de lambda, au voisinage de A. Si L est supérieur à lambda, f de x est supérieur à lambda au voisinage de petit a. Donc, on fait en fait le travail contraire à ce qu'on avait fait pour les fonctions. Ici, on avait, à partir, comparaison de fonctions me donne une comparaison des limites. Comparaison de limites me donne une comparaison locale de fonctions. Donc, il faut quand même se méfier. Alors, limite aux bornes pour une application monotone. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est en ayant des fonctions, ayant cette notion de limite, je sais qu'il y a une classe de fonctions, c'est le comportement par rapport à la relation d'ordre,
c'est ce qu'on appelait les fonctions monotones. Quelle est la relation entre les fonctions monotones et cette notion de limite? Alors, ici, on va dire limite aux bornes pour une application monotone. Je prends f une application monotone, donc elle peut être croissante et peut être décroissante, sur un intervalle AB. Alors, vous voyez ici que je prends un intervalle ouvert des deux côtés. Donc, très important, de R. Bien sûr, A inférieur à B, A pouvant être dans R bar, B pouvant être dans R bar. Ça signifie que je peux avoir 2 plus l'infini, je peux avoir 2, 5, je peux avoir moins l'infini 1, je peux avoir moins l'infini plus l'infini. Alors, la limite L de f en A et la limite L' en B existent. D'accord? Donc, si vous voulez, une fonction monotone, alors, voyons ici, tout simplement, donc je vais faire un dessin pour une fonction croissante, ce sera la même chose pour une fonction décroissante. Ça, c'est petit a. Je vais faire aussi le cas de A fini et de B fini. J'ai une fonction qui est croissante. Hein? Alors, vous voyez, si je mets le stylo comme ça va tendre vers quelque chose. Hein? D'accord? Et si je le mets le stylo comme ça doit tendre vers quelque chose. Et c'est quelque chose, justement, ça signifie tout simplement que pour une fonction monotone, la limite, bien sûr, vous voyez, c'est en A+, hein, nécessairement. Vous voyez ici, puisque je m'intéresse à strictement supérieur à A, la limite par valeur supérieure de A, la limite par valeur inférieure de B. Donc vous voyez, ça c'est très très important, une fonction monotone, pour ses extrémités, elle admet une limite, bien sûr, à gauche, à droite en A, et à gauche en B. Plus précisément, si f est croissante, L' va être une limite, c'est un nombre réel, ou sinon plus l'infini, soit un nombre fini, soit ça va tendre vers plus l'infini. Si elle est minorée, elle est soit un nombre réel, soit moins l'infini, par décroissance. Alors, si f maintenant est décroissante, si elle est minorée, L' est un nombre réel, ou, bien sûr, s'il n'est pas minoré, elle va aller vers moins l'infini. Si elle est majorée, elle va être un nombre réel, sinon ça va être L plus l'infini. Donc, si vous voulez, c'est uniquement un comportement vis-à-vis de... De même, ici, vous prenez limite en un point intérieur pour une application monotone. Je prends toujours une fonction ou une application monotone, toujours de l'intervalle AB ouvert des deux côtés, hein, donc R, A pouvant être infini, B pouvant être infini. Je prends maintenant, c'est un point de AB. Ce qui est très important, c'est que alors, f admet une limite à droite et une limite à gauche en C. Donc, et qu'est-ce qu'on a? Si f est croissante, voilà le comportement. La limite à gauche en C va être plus petite que f de C, va être plus petite que la limite à droite. De même, s'il est décroissante, on inverse un peu les inégalités qui étaient ici inférieures ou égales, vont devenir supérieures ou égales. Enfin, on passe à ce qu'on appelle les formes indéterminées. Maintenant, on a déjà vu un petit peu ce genre de formes indéterminées, aussi bien pour les suites que pour les fonctions. Si maintenant, pour le produit, pour la somme, on aura infini moins l'infini, hein, c'est pour la somme. C'est dans le cas où la première A plus l'infini, la deuxième A moins l'infini. Pour le produit, on risque de tomber sur 0 fois l'infini, l'une est nulle, l'autre étant infini. On risque d'avoir 0 sur 0, 0 sur 0, dans le cas où le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0. On risque d'avoir l'infini sur l'infini si le numérateur tend vers l'infini, le dénominateur tend vers l'infini. Et enfin, on risque, en faisant les puissances, on risque d'obtenir la forme indéterminée 1 à la puissance l'infini à la puissance 0, ou 0 à la puissance 0, donc de la même manière qu'on en avait fait pour les applications, pour les suites, et ainsi de suite, et ainsi de suite.